plus en contrôle que jamais. Le torrent de Pontiac. Ce soir, au téléjournal, un gros lot qui pourrait mener derrière les barreaux. Le millionnaire déchu, un commerçant rattrapé par la justice. L'arme de la controverse, l'utilisation du pistolet électrique sera mieux encadrée au Québec. Ce qui est important, c'est pas tellement l'arme elle-même, c'est l'utilisation qu'on en fait. Bonne pour la casse, les gros cylindrés. Les États-Unis veulent des voitures plus propres. Les résolutions de Jack Layton, après Outremont, faire élire d'autres députés au Québec. On va faire tomber M. Harper parce que la direction qu'il poursuit pour le pays, c'est la mauvaise direction. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au départ, des détaillants qui remportent des lots à une fréquence qui défie les lois de la statistique. Mais il y a maintenant plus d'un an que le scandale de la loterie frauduleuse a été mis au jour en Ontario. Et aujourd'hui, il y a un premier accusé dans cette affaire. Et Christian Grégoire, il s'agit d'un ancien propriétaire de dépanneur qui se serait enrichi illégalement de plusieurs millions. Oui, Bernard, l'accusé a goûté à la richesse, mais aujourd'hui, il déchante. L'homme de 60 ans est accusé de vol et de fraude. 4 collègues qui travaillent pour une commission scolaire avaient acheté le billet gagnant en 2004 et plus de 3 ans plus tard, ils deviennent enfin millionnaires. Même quand la chance nous sourit, il nous arrive de perdre. 4 Ontariens l'ont appris lorsqu'ils ont fait vérifier un billet de 6,49 dans un dépanneur de Toronto, aujourd'hui fermé. Selon la police provinciale de l'Ontario, le propriétaire aurait trouvé le moyen de voler le billet gagnant et d'empocher, quelques mois plus tard, 5 700 000 $. $5.7 million prize money. Hafiz Malik, 60 ans, est accusé de vol et de fraude. Ses biens ont été saisis, dont cette résidence en banlieue de Toronto. Over here. La Société des loteries et des jeux de l'Ontario annonce qu'elle versera finalement l'argent aux vrais gagnants, avec intérêt. Les derniers mois ont été les plus difficiles de notre histoire, avoue la directrice de la loterie ontarienne. Les allégations de fraude chez les détaillants se sont multipliées. Une enquête de l'ombudsman de la province a révélé que des commerçants ont réclamé des dizaines de millions de dollars en prix. La Société des loteries cherche depuis à regagner la confiance du public. Il y a une nouvelle direction et des appareils qui permettent maintenant aux consommateurs de vérifier eux-mêmes leurs billets. L'Auto-Québec équipera aussi ses points de vente de ce genre de terminaux d'ici 2009. La Société des loteries de l'Atlantique avouait plus tôt cette année que ces détaillants gagnent aussi plus souvent que prévu. La prudence reste le meilleur moyen d'éviter de passer à côté du gros lot. Vaut mieux signer votre billet dès son achat. Un billet de loterie, c'est un objet de possession personnelle et ça devrait être traité bien comme on traiterait n'importe quelle autre possession personnelle, que ce soit un véhicule. Les Ontariens sont peut-être chanceux et ne le savent pas encore. La police provinciale de l'Ontario enquête sur 4 autres cas de fraude potentielle chez des détaillants, de gros montants qui dépassent le million de dollars. Christian Grégoire, Radio-Canada, Toronto. Les députés de l'Assemblée nationale sont en congé. Leur session parlementaire a pris fin cet après-midi à Québec. Et c'est d'ailleurs habituellement le cas. Ils ont effectivement adopté une série de mesures, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu de bâillon parce qu'on est en situation de gouvernement minoritaire. Maintenant, une des questions évoquées, c'était le pistolet électrique, le fameux taser, que l'on veut civiliser. Et José Thibault, on a déposé un rapport qui ne devrait pas moisir sur une tablette. C'est un sujet délicat, Bernard. Alors, le ministre voulait marquer le coup. Il fait sienne la 60aine de recommandations et demande déjà aux chefs de police de les mettre en application et d'encadrer encore plus spécifiquement l'utilisation des 160 tasers que possèdent les corps de police du Québec. Donc, pas question d'en limiter l'utilisation. Il est convaincu que si les policiers sont mieux formés, ils en feront une utilisation encore plus sécuritaire. OK, Dominique, t'es prêt? C'est parti. Ce qu'on voit ici est une démonstration. Dans la réalité, le dispositif à impulsion communément appelé taser a été utilisé 81 fois au Québec en 2006.
sans que cela entraîne de conséquences fâcheuses connues. Mais récemment, Robert Dziekanski à Vancouver et Claudio Castagnetta à Québec sont morts après avoir reçu une décharge du pistolet. Et pourquoi, surtout, ils n'ont pas amené Claudio dans l'hôpital? Les autorités ne lient pas ces 2 décès au pistolet Taser, mais son utilisation inquiète. Même si au Québec, on est la province qui utilise le pistolet en moins grand nombre. Le ministre de la Sécurité publique vient de dévoiler un rapport qu'il avait commandé au printemps sur l'utilisation du dispositif à impulsion. Il demande au directeur de police de faire appliquer une 60aine de recommandations qui tournent autour de la manière sécuritaire dont il faut se servir du pistolet, par exemple si une personne est agitée ou violente. Jacques Dupuis veut aussi qu'après avoir été neutralisé, la personne subisse une évaluation médicale et dès que possible. Et dès le début de l'an prochain, un guide sur l'utilisation du taser sera inclus dans la formation des policiers. Ce qui est important, c'est pas tellement l'arme elle-même, c'est l'utilisation qu'on en fait. Les policiers devront aussi inscrire dans un registre provincial chaque utilisation du taser et la justifier. L'opposition trouve que les recommandations ne vont pas assez loin. On souhaitait que l'utilisation du taser soit restreinte. Ces 24 experts qui, bien que scientifiquement aient fait un rapport valable, ont seulement dit, ou surtout dit, que ça prenait une formation. Il me semble que je pensais qu'on aurait pensé à ça avant. En fait, le rapport ne remet nullement en cause l'utilisation du dispositif à impulsion. Il n'est pas considéré comme une arme, mais comme un outil de plus pour aider les policiers à mieux faire leur travail. José Thibault, Radio-Canada, Québec. Cela dit, nos parlementaires n'ont pas tellement le choix pour faire fonctionner cette Assemblée-là. Ils doivent collaborer. Alors, il y a 2 importants projets de loi qui ont ainsi été adoptés en cette fin de session, mais ce qu'il a fallu d'amples discussions avant d'y parvenir. Martine Biron. Les tractations du jour ont commencé par une dénonciation de l'ADQ sur le projet de loi sur la forêt. Ce qu'on a devant nous, c'est un ministre qui s'est braqué toute la session parlementaire, qui n'a pas réussi à faire passer aucun de ses projets de loi importants. Pourquoi? Parce qu'il s'est entêté. C'est que le ministre Claude Béchamp refusait de céder sur le délai qu'accorde Québec à une entreprise forestière qui ferme ses portes. C'était 18 mois, le ministre proposait 6, l'opposition voulait 12, ce sera finalement 9. Je serais content de la collaboration aussi de mes collègues de l'opposition officielle et du deuxième parti d'opposition. Si jamais ils veulent profiter de leurs remarques pour retirer certains mots qu'ils ont dit à mon égard, grand bien leur face. Il n'a pas été exaucé, mais le projet de loi a été adopté, comme celui sur la sécurité routière, mais Québec a dû le remanier passablement, entre autres sur la question de l'alcool au volant. Je suis très déçu de la décision du Parti québécois et de l'ADQ de voter contre le point 05. La démonstration a été faite que c'est un consensus qui devient mondial. C'est pourquoi, aussitôt la loi adoptée, le Parti libéral affichait cette publicité sur son site Internet. L'Assemblée est ajournée. C'est dans ce climat que la session d'automne a pris fin. La chef de la deuxième opposition a rapidement fait son bilan. Une suite de rendez-vous manqués. Des rendez-vous manqués alors que Québec, dit-elle, n'a plus l'oreille d'Ottawa et elle accuse l'ADQ de mauvaise foi. Au moment d'une modification à la loi sur l'administration financière, le critique s'est opposé à ce qu'on corrige une faute d'orthographe dans un article de loi. Ce gouvernement minoritaire a finalement fonctionné à l'arraché alors que les partis voulaient tous avoir leur mot à dire dans les décisions, tout en s'assurant de ne pas être celui qui perd la face. Martine Biron, Radio-Canada, Québec. La Ville de Montréal, qui avait promis que le déneigement de ses rues serait complété d'ici à Noël, doit rajuster le tir. La quantité de neige, le froid aussi ne facilite pas les opérations. Et puis il y a aussi l'équipement qui montre des signes de fatigue. Alors cette situation-là ne fait pas que faire grincher les automobilistes. Elle peut aussi, et ça c'est pas mal plus grave, ça peut compliquer le travail des services d'urgence. Alors enquête sur le terrain, Marie-Maude Denis et Bernard Bouchard. Il y avait de quoi devenir fou à l'heure de pointe mardi. Voici les rues de Côte-des-Neiges à 20 heures. La circulation était si dense que même les services d'urgence avaient du mal à se frayer un chemin. Certains ont mis jusqu'à 40 minutes pour se rendre à l'incendie d'un immeuble de 30 logements. Les tempêtes de neige, c'est aussi le cauchemar des ambulanciers. Si on rajoute 10 minutes à chacune de nos interventions liées au déplacement, on
épure 5000 minutes par jour. Le pire, ce sont les voitures qui engorgent les rues étroites. C'est certain qu'on passe, mais la marge de manœuvre est très, très mince. Donc, il y a des autos qui risquent d'y laisser des miroirs ici aujourd'hui. Le temps qu'on met à se rendre sur place, et aussi une fois rendu sur place, les paramédics sont confrontés à des congères là, de 3-4 pieds. Advenant le cas où les roues ne pourraient pas être abaissées, on devrait littéralement passer par-dessus comme ça. OK, là, on n'a pas de patient, là. Là, on n'a pas de patient. Le problème, c'est pas la journée de la tempête, c'est toujours le lendemain. S'il est difficile de manœuvrer une ambulance dans les rues enneigées, imaginez les camions de pompiers. C'est serré un petit peu, mais ça passe. Il faut y aller tranquillement, mais sûrement. Regardez partout. Et on continue. Des fois, on est obligé de... Ça passe carrément pas, fait qu'on est obligé, les pompiers descendent. Ils se mettent à 2-3. Et puis, ils se mettent sur le pare-choc et puis tassent le véhicule. Il y a les délinquants du stationnement et ceux qui se stationnent en double, même les camions de la ville. On est prêt derrière les camions à neige, ils bougent plus. Je vais y aller le tasser, moi. Finalement, c'est parfois moins compliqué de rebrousser chemin. Et les pompiers jurent que coûte, ils se rendront où l'urgence les appelle. Quand on arrive dans un cas comme ça, qu'on ne peut pas passer, puis qu'à 10, 20, 50, 100 pieds, il y a une maison qui brûle, puis il y a des gens qui sont pris, moi, c'est sûr que je rentre dedans puis je la pousse. Marie-Maude Denis, Radio-Canada, Montréal. Une province dans le vent, la Saskatchewan dans le club des millionnaires. Et des cellules souches pour guérir le cœur. Une étude prometteuse à Montréal. Bon, ben voilà qui vont en réjouir plusieurs. Pour la première fois en plus de 30 ans, les constructeurs automobiles aux États-Unis vont devoir fabriquer des voitures moins polluantes. Le président Bush a signé une loi qui les oblige à augmenter de 40% l'efficacité énergétique de leurs véhicules d'ici 20 ans, donc d'ici 2020, donc ils ont 12 ans pour le faire. Mais l'industrie automobile n'est pas la seule qui va devoir s'ajuster à cette nouvelle politique énergétique. Précision, Hugues Poulet. Voici les dinosaures de demain. Dans 12 ans, les automobiles et les camionnettes devront consommer en moyenne 40% moins de carburant. Ça fait plus de 30 ans que les États-Unis ont légiféré dans ce domaine. C'était en 1975, dans la foulée du premier choc pétrolier. À l'époque, Gerald Ford était à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, avec le prix du pétrole proche de 100 $ le baril, le président Bush a ratifié la loi adoptée la veille par le Congrès. Selon lui, les Américains vont augmenter leur sécurité en diminuant leur dépendance au pétrole étranger. À peine une poignée de voitures en vente actuellement sur le marché américain pourrait répondre aux nouvelles normes. Les carburants vont aussi changer. Les bioénergies seront favorisées. L'éthanol, par exemple, aujourd'hui extrait surtout du maïs, devra provenir éventuellement de produits non alimentaires, comme les copeaux de bois. L'ampoule électrique traditionnelle va disparaître pour être remplacée par de l'éclairage à consommation réduite. Les appareils électroménagers consommeront également moins d'énergie. Pour obtenir l'aval de la Maison-Blanche, le Congrès à majorité démocrate a dû faire des compromis. Il a renoncé à l'imposition d'un barème minimal de 15% d'électricité produite par de l'énergie renouvelable, comme le solaire ou l'éolien. De plus, les grandes compagnies pétrolières vont conserver des avantages fiscaux évalués à 13 milliards de dollars par année. C'est une victoire partielle, affirme ce défenseur de l'environnement, qui se dit confiant d'obtenir davantage dans l'avenir. Il s'agit malgré tout d'un virage majeur dans la politique énergétique américaine qui aura tôt ou tard un impact au Canada. On peut s'attendre en particulier à un suivi dans le secteur de l'automobile où nos deux industries sont complètement intégrées. Hugues Poulain, Radio-Canada, Washington. Et puis l'Europe veut aussi s'attaquer aux gros cylindrés. L'Union européenne a adopté une proposition pour réduire la consommation de carburant des véhicules vendus sur son territoire. Les constructeurs automobiles devront respecter de nouveaux plafonds d'émissions de monoxyde de carbone sous peine d'amende. La proposition doit être entérinée par les 27 pays de l'Union européenne. Elle pourrait prendre 2 ans à être finalisée et on s'attend à un lobby intensif des constructeurs allemands et suédois qui
qui, eux, fabriquent de grosses voitures. La centrale nucléaire de Chalk River a repris ses livraisons d'isotopes radioactifs. Le réacteur a été remis en marche dimanche après une interruption de près d'1 mois. Interruption qui aura causé une pénurie de cette matière dans les hôpitaux du pays et qui a évidemment retardé des milliers de diagnostics en oncologie et en cardiologie. Le ministre de la Santé s'y est rendu aujourd'hui. Tony Clement a insisté sur l'aspect sécuritaire des installations, mais il a refusé de répondre aux questions sur les circonstances entourant l'arrêt des activités à la centrale. Il sera désormais interdit pour les agents de la GRC de répondre seuls à des appels d'urgence à haut risque dans les zones éloignées. Une nouvelle règle donc, alors qu'au cours des 3 dernières années, 8 policiers ont été tués lors d'interventions en solo dans des régions isolées, dont 2 dans le Grand Nord cet automne. Les agents seront maintenant dépêchés en paire dès qu'il y aura menace appréhendée. Plus de 33 millions de personnes vivent désormais au Canada. Au 1er octobre, Statistique Canada estimait que nous étions très précisément 33 091 000 Canadiens à occuper ce vaste territoire. L'Ontario demeure la province la plus populeuse. 12 850 000 personnes y vivent. Suit le Québec avec 7 700 000 habitants. À l'autre extrémité, l'île du Prince-Édouard avec ses 139 000 insulaires. Cela dit, c'est en Saskatchewan que l'on note le plus fort accroissement de la population. Pascal Bouchard nous explique comment cette province est parvenue à refranchir le cap du million d'habitants. Ces images datent de 1983. C'était la toute première fois en 80 ans que la Saskatchewan devenait millionnaire en termes de population. Un chiffre magique que la province a réussi à conserver jusqu'en 2001. La fête sera moins grande cette fois-ci, mais la fierté reste la même. That's wonderful. Proud to be a Saskatchewan person who's stayed here. Selon Statistique Canada, au 1er octobre 2007, 1 300 300 personnes vivaient en Saskatchewan. La province est même devenue, durant cette période, celle avec la croissance démographique la plus rapide au pays, surtout en raison de la migration entre les provinces. Le chef de l'opposition, Lon Calvert, qui était premier ministre jusqu'en novembre, prend une part du crédit, surtout en raison des nombreuses campagnes de séduction qu'il a menées en Alberta et dans d'autres provinces. Oui, ça a aidé à ça, mais il y a aussi le prix du pétrole et d'autres produits naturels que le gouvernement ou le gouvernement actuel ou d'autres gouvernements ne peuvent pas influencer. Bien sûr, la Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Alberta continuent à attirer beaucoup de gens, mais pour la première fois, c'est la Saskatchewan qui a connu la croissance démographique la plus forte au pays. Tout cela au moment où l'Alberta commence à perdre plus de personnes vers d'autres régions qu'elle n'en reçoit. La Saskatchewan est devenue ces derniers mois un pôle d'attraction dans l'Ouest canadien, en raison surtout de son boom économique alimenté par les prix du pétrole élevés et de son coût de vie abordable. Mais selon cette sociologue, tout cela est encore bien fragile. C'est trop tôt pour dire s'il y a une tendance très importante de longue durée. La province Longueuil devra apprendre à ne pas trop dépendre des ressources naturelles et de l'agriculture si elle veut continuer à attirer de nouveaux travailleurs. Pascal Bouchard, Radio-Canada, Saskatoon. Joignons Gérald Filion. Bonsoir Gérald. Bonsoir Bernard. Il faut parler d'abord de Tembec qui est dans une position de vulnérabilité et qui joue le tout pour le tout. Oui, joue probablement ses dernières cartes. Domtar et Abitibi ont fusionné avec des groupes américains pour assurer leur survie. Tembec n'a pas emprunté la même voie et a annoncé aujourd'hui plutôt un plan de recapitalisation. Parmi les mesures annoncées, elle va échanger des titres de dette pour des actions. Autrement dit, à ceux qui détiennent des titres de dette, elle va donner des actions en retour. Tembec va donc réduire sa dette d'1,2 milliard de dollars américains. Mais en faisant cela, elle dilue la valeur de ses actions et les actionnaires ne sont pas vraiment contents. L'action ne vaut plus aujourd'hui que 40 cents. Bon, parlons du Québec maintenant, mais c'est pas pour demain, c'est pour, enfin quoi, qu'assez rapidement, on dit qu'on va peut-être manquer de travailleurs. Oui, selon le Conference Board, Bernard, le Québec connaîtra une pénurie de 363 000 travailleurs d'ici 2030. L'organisme affirme que le taux d'activité au Québec a atteint un sommet en 2007, que s'il y a manque de travailleurs,
Il y a des risques de forte inflation avec une hausse des salaires. Le Conference Board propose d'investir dans la formation, dans les technologies pour améliorer la productivité et d'améliorer la reconnaissance des diplômes des immigrants. Enfin, il y a plus de 200 000 reprises de finances immobilières aux États-Unis en novembre, une hausse de 68 %. Jusqu'à 3 millions de ménages américains auront perdu leur maison d'ici la fin de l'année. Les banques sont affectées, bien sûr, par toute cette crise du crédit et la crise immobilière. La CIBC au Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit encore des pertes et la Banque centrale américaine a annoncé un prêt de 20 milliards de dollars pour les grandes institutions bancaires des États-Unis. Beaucoup de turbulences en cette fin d'année. Merci, Ouais. Gérald. Au revoir. Bonsoir. Un nouvel échec dans les discussions sur l'avenir du Kosovo. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité a pris fin aux Nations unies sans que les Albanais du Kosovo et la Serbie ne trouvent de compromis. Les albanophones revendiquent l'indépendance de la province alors que la Serbie ne leur offre qu'une plus grande autonomie. 4 mois de négociations n'ont pas permis de rapprocher les parties. Les Kosovars albanais menacent de déclarer unilatéralement leur indépendance. Ils ont l'appui des Occidentaux, mais la Russie défend l'intégrité territoriale de la Serbie. Le magazine Time a choisi le président russe Vladimir Poutine personnalité de l'année 2007 pour avoir stabilisé son pays et l'avoir ramené à la table des grandes nations. Le rédacteur en chef de Time, cependant, met en doute les qualités de démocrate du président Poutine. L'ancien vice-président américain Al Gore était également en lice. En Corée du Sud, l'ancien dirigeant de l'Empire Hyundai, Lee Myung-bak, a été élu président malgré les soupçons de fraude qui pèsent contre lui. On le surnomme le bulldozer pour ses succès en affaires. Il a promis de hisser la Corée du Sud parmi les 7 plus grandes économies du monde. Lee Myung-bak promet aussi plus de fermeté envers la Corée du Nord. Les 3 otages que les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ont promis hier de relâcher, auraient été libérés. Une nouvelle, évidemment, qui réjouit les proches d'Ingrid Betancourt, qui espèrent qu'elle sera, elle aussi, à son tour, bientôt remise en liberté. Cela dit, la France, très impliquée dans ce dossier, se montre prudente. Quand même, regain de vie, Catherine François. L'espoir, de nouveau. L'annonce de la libération de 3 otages des FARC fait renaître l'optimisme dans la famille d'Ingrid Betancourt. On est très proches, on n'a jamais été aussi proches de faire que maman et les autres viennent. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras maintenant, vraiment. La fille d'Ingrid Betancourt estime que les FARC viennent de faire un geste de bonne volonté et que la balle est maintenant dans le camp de la Colombie. Il faut absolument que le gouvernement colombien, que le président Álvaro Uribe comprenne qu'il est face à un moment historique et que c'est à son tour de faire un geste. Parmi les otages libérés se trouve Clara Rojas, l'ex-directrice de campagne d'Ingrid Betancourt, et le fils qu'elle a eu avec un rebelle durant sa captivité. La mère de Clara avait d'ailleurs du mal à y croire. Je rêve de ce jour depuis si longtemps, a-t-elle déclaré. Une parlementaire colombienne a aussi été libérée. Les 3 otages seraient en route vers le Venezuela, car les FARC veulent les remettre au président vénézuélien Hugo Chávez. Ce dernier prépare leur arrivée, mais il refuse de parler avec le président colombien parce qu'il est, dit-il, un menteur. Álvaro Uribe a exclu Hugo Chávez du processus de négociation avec les FARC, mais la pression est forte sur le président colombien. La France lui demande aussi de faire le nécessaire pour dénouer la crise. Catherine François, Radio-Canada, Montréal. Parlons santé avec une première mondiale, et c'est à Montréal que ça se passe. Des cardiologues du CHUM et des chercheurs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont veulent déterminer le rôle que peuvent jouer des cellules souches dans la réparation du cœur après un premier infarctus. Or, c'est une étude qui va s'étendre sur 2 ans. Objectif visé, Anne-Louise Despatie. À peine un mois après son infarctus, Pierre d'Auteuil revient au CHUM. On l'a traité comme les autres patients en débloquant une artère par cathétérisme et bien sûr avec des médicaments. Sauf qu'on lui a aussi proposé de participer à un essai clinique
où 20 personnes recevront un placebo et 20 autres des cellules souches, prélevées dans la moelle de leur bassin, sélectionnées au laboratoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis réinjectées au niveau du cœur par la voie d'une artère. Je ne sais même pas c'est laquelle des deux que j'ai. Seulement une vingtaine de malades en Europe ont reçu ce traitement expérimental. Dans les études jusqu'à maintenant, on avait l'impression qu'il y avait une amélioration, que le cœur pouvait mieux se régénérer, qu'il fonctionnait mieux, que les gens récupéraient avec une plus grande capacité à l'effort, puis même ça pouvait améliorer la survie des patients. Mais on n'a pas de preuves formelles. C'est ce qu'on espère prouver en comparant les deux groupes. Les avantages du traitement pourraient être formidables pour les victimes d'infarctus. Pour nous autres, vous allez être moins malade, vous allez avoir moins de médicaments, vous n'allez pas avoir besoin d'un défibrillateur. Ce n'est que dans 2 ans que Pierre Dauteuil saura s'il est de ceux qui auront reçu des cellules souches. C'est aussi à ce moment qu'on verra ou non si ces cellules se seront montrées efficaces pour réparer le muscle cardiaque. Un traitement dont pourraient bénéficier 250 000 Québécois. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir Marion. Bonsoir Bernard. L'impression qu'on se met sur le pilote automatique, de la neige, de la neige, de la neige. Tout à fait, c'est une neige sans vergogne, une neige qu'on collectionne. Les bancs grandissent, on le sait. C'est pas une sinécure pour le déneigement, pour les déplacements, mais il faut dire que pour les fêtes, en tout cas, ça s'annonce bien. Jusqu'à dimanche où il y aura de la pluie possiblement. Mais rassurez-vous, en ce moment, ça ne fondra pas. Au contraire, c'est de la neige, une neige qui s'attarde en ce moment sur les régions du sud-ouest, du centre, entre 5 et 10 cm. Le 10, c'est assurément pour Québec et l'Estrie, la Beauce aussi, alors que dans l'Est québécois, c'est bien dégagé. Mais on est sous l'emprise du froid, jusqu'à moins 40 facteurs éoliens sur la Côte-Nord cette nuit. Je vous en reparle plus tard dans le bulletin. Tout à l'heure, Mario, merci. À tantôt. Le meilleur est-il à venir pour le NPD au Québec? Jack Layton y compte bien. Le NPD est vraiment là au Québec maintenant. Je suis content de ça. C'est l'attente qui est difficile. Enfin, voilà, Kinder Surprise. Un jouet que vous pouvez assembler ensemble et du délicieux chocolat Kinder pour des moments inoubliables. Kinder Surprise, la vraie gâterie, c'est tout le temps que vous passez ensemble. À Noël, régalez-vous avec toute la délicieuse gâterie Kinder. Robert? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me sauve dans le sud. Dans le sud? Ben, tu sais, moi, le temps des fêtes, c'est pas mon fort. Participez au concours Dindon-Cavale de Vacances Transat. Vous pourriez vous envoler dans le sud avec 5 de vos amis. Inscrivez-vous au dindoncaval.com. Les premiers pas. La vie en est pleine. Tant à partager. Tant à saisir avec votre premier appareil réflexe numérique. L'appareil primé D40 ou D40X de Nikon. Compact et rapide comme l'éclair avec technologie avancée. Objectif légendaire de Nikon, une garantie canadienne de 2 ans et maintenant au plus bas prix jamais vu. Le D40 ou D40X, votre premier réflexe numérique, juste à temps pour les fêtes. À 386 km de la Terre, lorsque les gens d'IMAX ont eu besoin d'alimenter leur caméra, ils se sont fiés à Duracell. Et si vous pensez que la technologie de pointe est réservée à l'espace, réfléchissez à ceci. Ici, vous pouvez prendre jusqu'à 5000 photos pendant la durée de vie de 2 piles. Les nouvelles piles rechargeables Duracell. Rechargées en seulement 15 minutes. Les rechargeables réinventés. Alors que ce soit pour prendre des images fantastiques aujourd'hui ou imaginer ce que demain pourrait être, il faut que ça fonctionne. Duracell, on s'y fie partout. Le Premier ministre ne peut pas faire la leçon à personne. C'est parce qu'il refuse d'apprendre de ces grands pollueurs et leur dit quelque chose concret, spécifique, qui doit réduire leurs émissions. S'il n'en tenait qu'à Jack Layton, le gouvernement Harper sera renversé dès que l'occasion se présentera. En tout cas, le chef du NPD jure qu'il ne le protégera pas. Peu importe la date, il est certain que la prochaine élection va constituer un moment critique, un moment charnière pour M. Layton qui en sera à sa 3e campagne à la tête de son parti. Il fonde beaucoup d'espoir sur le Québec.
Avec son nouveau et très visible lieutenant Thomas Mulcair, Jack Layton estime qu'il y a là un potentiel de croissance. Voici donc le bilan de fin d'année qu'il fait, accompagné de Patrice Roy et de Dave Szymanski. Ah oui, c'est croyable parce que c'est fait, mais c'était un rêve depuis longtemps et on est très content d'être ici maintenant. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable qu'un chef dont le parti au Québec est arrivé 4e ou 5e dans 66 des 75 comtés se retrouve dans Côte-des-Neiges à Montréal, dans le bureau d'un de ses députés. Et d'ailleurs, avoir l'alignement des micros pour cette conférence de presse pour l'environnement, difficile de dire qui est le chef et qui est le député. Il y a juste le NPD qui va se battre sur le front des changements climatiques. Est-ce qu'il peut garantir que la... Depuis qu'il a fait son entrée à la Chambre des communes, Thomas Mulcair est très visible, jamais très loin. Il est là, votre candidat, M. Mulcair. Il travaille toujours dans sa circonscription, il est là maintenant. On dit qu'il cherche les caméras pas mal. Est-ce que vous vous sentez un peu dans l'ombre à Ottawa depuis qu'il est arrivé? Est-ce que vous vous sentez menacé? Non, pas du tout. On a besoin de toutes sortes de talents sur une équipe de hockey et on a besoin des joueurs extraordinaires dans chaque position. Il prend de la place, là. On l'a connu à Québec, c'est un joueur qui prend de la place et qui peut être dur pour les chefs des fois. Là. Pas du tout, parce que je l'ai demandé de me joindre. Je suis totalement content. On doit prendre le Québec on doit l'approcher dans une façon sérieuse. Moi, je suis le premier chef né, grandi au Québec que l'NPD a eu. Et j'ai décidé de donner le poste leader adjoint à Thomas parce que si un parti veut gérer ce pays pan-canadien, on doit avoir une chef et un leader adjoint du Québec et du reste du Canada. Oui, l'un ou l'inverse. C'est un principe primordial pour un parti pan-canadien qui veut faire vraiment les choses pour les Canadiens et les Québécois et les Québécoises. Parce que vous savez, M. Layton, que traditionnellement, les Québécois jugent que le NPD est trop centralisateur. C'est un parti qui aime les grands programmes nationaux, sociaux, et que de donner trop de place aux provinces est dangereux. C'était la perception de beaucoup de Québécois. Est-ce que c'est encore le cas, vous pensez? Vous êtes un parti qui pensait que Ottawa doit être fort, avec des programmes nationaux forts? Pas du tout. Nous sommes un parti qui a adopté, sous mon leadership, une position d'un fédéralisme asymétrique. Nous avons une grande déclaration composée à Sherbrooke par notre équipe qui indique les principes pour nous autres. Et un exemple, c'est notre proposition pour les garderies, loi pan-canadienne, mais qui laisse au Québec le droit de retraite de ce programme, pleine compensation, sans condition, même que le Bloc a voté pour la proposition NPD. Comme ça a été le cas lors des élections partielles dans Outremont, le NPD espère aller gruger à la fois chez les libéraux, mais aussi chez les bloquistes, lors de la campagne qui arrivera assez vite, dit-il, dès février, selon Layton. M. Dion laisse entendre très clairement qu'au prochain budget, c'est terminé, ou même avant, le gouvernement Harper est arrivé à la fin de sa vie. M. Duceppe nous a dit la même chose il y a quelques jours. Vous allez être dans une position où peut-être vous pourriez sauver le gouvernement. Est-ce que vous pensez aussi que janvier, février, that's it, c'est le temps que ce gouvernement-là tombe? Oui, parce que notre parti est le seul parti. Vous dites oui? Non. La question est, on va faire tomber M. Harper parce que la direction qu'il poursuit pour le pays, c'est la mauvaise direction. Donc, aucune question de l'appuyer dans un budget si jamais les deux autres partis ne l'appuyaient pas. Nous avons opposé le gouvernement Harper dans chacune de ses motions de confiance. Nous sommes le seul parti à le faire et on va continuer. Parce que vous aviez protégé, entre guillemets, M. Martin, et vous aviez eu pas mal d'argent pour ça, pour les programmes sociaux à l'époque. Il n'est pas question qu'il y ait un scénario comme ça pour la prochaine fois. Je ne peux pas imaginer un tel scénario. La direction est profondément mauvaise, la direction poursuivie par M. Harper. Vous ne pensez pas par ailleurs qu'il y a un mouvement vers la droite au Québec? Vous voyez l'attrait de Mario Dumont, vous voyez l'attrait de Stephen Harper au fédéral.
chez les Québécois francophones. Vous ne voyez pas un tournant à l'opposé de votre direction? Nous sommes en avant des libéraux maintenant aux Québécois francophones. Et ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que ce qui arrive au Québec, c'est que les gens commencent à parler de toutes sortes d'enjeux. Ce n'est pas une seule question. La question nationale. La question nationale. On pense de la guerre, on pense de l'environnement, on pense des questions sociales, on pense de toutes sortes de choses. Et alors, il y a une complexité dans la discussion maintenant. Et ça ouvre la porte aux nouvelles approches. Et c'est ce que l'NPD offre avec les Mulcair du monde. J'irai à Bali. Et Stéphane Dion, n'est-il pas lui aussi en train de pousser un peu vers la gauche le Parti libéral? N'est-ce pas là une menace pour Layton, en Ontario notamment? C'est un grand parleur, petit faiseur, je dois le dire. Et je pense que les Québécois et les Québécoises connaissent ça de M. Dion. Et il trouve que l'approche de M. Dion envers le Québec, ce n'est pas une approche respectueuse. C'est quoi votre objectif, vous, de continuellement être une opposition centre-gauche pour essayer de ramener les gouvernements dans la bonne direction? Où vous pouvez aller, finalement, à partir de maintenant? Ça va être votre 3e élection? Oui. Quels sont vos objectifs? L'objectif, c'est de représenter les travailleurs, les travailleuses et leurs familles et de le faire en gouvernement s'ils décident que nous méritons cette possibilité. Mais est-ce que dans la vraie vie, votre objectif, ce ne serait pas de devenir l'opposition officielle? C'est vraiment le plus haut que vous pouvez aller? Pourquoi arrêter Stornoway? Je ne sais pas le nom de cette maison, mais je sais l'adresse de 24 Sussex. Vous pensez que les gens vous voient Premier ministre? Oui. Parce que vous êtes plutôt loin dans les sondages à cette question-là. Qui serait le meilleur Premier ministre? Vous êtes plutôt bas, là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez appris toutes les bonnes maximes en français. Jack Layton en sera à sa 3e tentative, lors d'une élection générale, à vouloir faire décoller le NPD. S'il échoue, il y en aura un qui se prépare jamais loin. Est-ce qu'il n'est pas votre Michael Ignatieff? Michael Ignatieff, quand il se lève en chambre, les gens disent « il a l'air du vrai chef ». Est-ce que M. Mulcair, il n'y a pas des gens qui commencent à dire à Ottawa « il a l'air du vrai chef du NPD ». Nous sommes une équipe et on a besoin des joueurs extraordinaires à chaque aile sur la glace. Et je suis très content d'avoir Thomas Mulcair à côté de moi. Ça vous fait pas peur? Pas du tout. J'aime toujours les sports où on a une équipe plutôt que des sports où on se trouve seul. Du moment que l'équipe ne change pas de capitaine. Le fait qu'on discute une telle chose, c'est extraordinaire. Et moi, je trouve amusant et intéressant parce que ça indique que l'NPD est vraiment là au Québec maintenant. Je suis content de ça. M. Layton, merci. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Demain soir, dans ce téléjournal, notre collègue Patrice Roy terminera sa série de rencontres avec les chefs de parti à Ottawa. Le premier ministre et chef conservateur Stephen Harper fera le bilan d'une 2e année de gouvernement minoritaire. Des tonnes de DVD piratés, la GRC passe à l'action à Montréal. Et record peu enviable pour Chris Simon des Highlanders. Jeudi. C'est maintenant le chat qui occupe le centre de la scène à Tous pour un avec une nouvelle concurrente. Bienvenue à Myriam Ferrolaz. Tous pour un, jeudi 20h, à Radio-Canada. Dès jeudi. Avec le temps des fêtes reviennent la neige, les cantiques, les bons vœux et France Baudouin. Bon baiser de France, les jeudis et vendredis 21h à Radio-Canada. Les soldes Moores ont lieu une fois par saison. Nous avons un vaste choix de complets et de vestons sport, de chemises habillées, de souliers et de vêtements d'extérieur en solde.
seulement avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Nikon vient tout juste de réduire ses prix sur tous ses appareils Coolpix et réflexes numériques. Avec technologie Nikon, garantie canadienne prolongée et maintenant au plus bas prix jamais vu. Juste à temps pour les fêtes. Nikon. Les nouveaux bas prix de Nikon vous facilitent la tâche pour saisir vos moments précieux des fêtes. Les appareils Coolpix et réflexes numériques de Nikon comportent une garantie canadienne prolongée et maintenant au plus bas prix jamais vu. Joyeuses fêtes! Allô? Allô? T'es passé prendre un café? Oui, mais surtout acheter une tasse de café pour Madame Joanne de l'école. Bonne idée. Puis comme je la connais, elle va adorer. T'en parles pas, hein? Promis. Offrez une tasse avec un sachet de café pour 6,95 $ ou une carte Tim Express et faites la joie d'un amateur de café Tim Hortons. Bonjour, j'aimerais acheter une tasse pour Madame Joanne. On a aussi les cartes Tim Express, vous savez. Bonne idée. Toujours frais, toujours vrai. Les soldes Moores ont lieu une fois par saison. Nous avons un vaste choix de complets et de vestons sport, de chemises habillées, de souliers et de vêtements d'extérieur en solde. Seulement avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, c'est maintenant. Nous payons la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménager et électronique. Ou vous payez en 50 versements sans intérêt. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, ne la manquez pas. Le nouvel album de Sylvie est arrivé. Samedi, de faire plein de choses. Mon papa, ma maman, seul envie de rester au chaud. Dans le lit, moi je dis c'est plus le moment qui t'évaudra de satin. Il est 6 heures du matin. 14 pistes pour débutants et intermédiaires de Sylvie. En vente chez votre disquaire. Mesdames et messieurs, une des pages manquantes du journal de John Wilkes Booth. Ceci est un indice. Ce symbole nous mènera au plus gros trésor de tous les temps. Trésor national, le livre des secrets, le 21 décembre. Les Laurentides vous invitent à participer à son concours et vous souhaitent un joyeux temps des neiges. Vous courez la chance de gagner un forfait de rêve dans les Laurentides. Notez l'indice de la semaine et inscrivez-vous sur Internet. Les Laurentides vous souhaitent bonne émission. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, c'est maintenant. Nous payons la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménager et électronique. Ou vous payez en 50 versements sans intérêt. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, ne la manquez pas. On a des nouvelles des Lavigueurs, nos millionnaires de la rue Logan. Ils ont plus d'argent. Ouais, on m'a acheté un truc de bière. La famille Lavigueur, bénéficiaire de l'aide sociale depuis de nombreuses années. Je vais pas passer ma vie chez le bien-être, moi, c'est pas grave. Quand j'ai eu le go de mon boss pour aller faire un reportage sur vous autres, ben j'ai sauté sur l'occasion. Puis ça fait pas ton affaire, t'es pas obligé de rester. Tu me diras pas ça 2 fois, toi. Une série en 6 épisodes. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Dès le mardi 8 janvier, 21h. Seulement à Radio-Canada. À Montréal, la GRC a effectué 2 perquisitions qui ont mené au démantèlement du plus gros réseau de production et de distribution de DVD contrefaits au Canada. Les 200 graveurs, imaginez-vous, saisis pouvaient produire jusqu'à 14 000 DVD par jour et ensuite ils étaient vendus sur Internet. Le point, Jacques Bissonnet. Merci beaucoup. La GRC a frappé dans le mille. Des milliers de DVD contrefaits de téléséries américaines saisis. 2 perquisitions à Montréal à la suite d'indications du FBI ont permis le démantèlement du réseau. Il s'agit de la plus grosse saisie du genre dans l'histoire du piratage, puis-je dire, au Canada pour nous. L'Association canadienne des distributeurs de films a participé à l'enquête de la GRC. Les faussaires mettaient leurs produits en vente par Internet et livraient les DVD par la poste ou par courrier. Ces DVD étaient présentés comme étant des versions originales et vendus à prix régulier. Les gens faisaient affaire à des sites Internet qui semblaient légitimes. On montrait de belles copies avec des logos originaux et ils n'avaient pas l'impression d'acheter quelque chose qui était contrefait, puis la preuve, c'est qu'ils payaient le prix normal. De l'équipement de pointe a aussi été saisi, des graveurs, des ordinateurs et du matériel de réseautique. Ces DVD de mauvaise qualité étaient vendus au Canada, mais surtout aux États-Unis.
Les premières plaintes viennent d'ailleurs des Américains. Faites attention quand vous achetez via Internet. C'est toujours délicat. 8 personnes donc ont été arrêtées puis relâchées. Aucune accusation n'a encore été portée parce que l'enquête policière se poursuit toujours. Mais si jamais ces suspects étaient trouvés coupables, ils risquent gros, jusqu'à 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars. Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal. Le Vatican trouve que les créateurs du film La Boussole d'Or ont perdu le Nord. L'Osservatore Romano, le journal du Vatican, estime que ce film est anti-Noël et qu'il exprime une idéologie totalement athée et ennemie de toutes les religions. Seule consolation pour l'Église, le film distribué mondialement n'a rapporté qu'un relativement modeste 25 millions lors de son premier week-end. Femme, c'est elle. Elle dirige le magisterium. Plusieurs d'entre eux n'étaient même pas nés dans les années 60, mais voici à quoi ils auraient peut-être ressemblé. La photographe Anouk Lessard a fait remonter dans le temps 12 artistes québécois. Ariane Moffat, version nature, Isabelle Blais, androgyne, ou Steffi Choc et Yann Perrault, les photos sont exposées à la Société des arts technologiques à Montréal et elles paraîtront dans le prochain numéro du magazine Urbania. Le Saltimbanco du Cirque du Soleil, qui date de 1992, reprend du service. Ce spectacle, qui a été vu par près de 10 millions de personnes à travers le monde, prend l'affiche ce soir à Montréal ainsi qu'à Québec à partir du 3 janvier. Mais c'est fini le grand chapiteau, le spectacle est adapté pour l'espace des grands arénas. La tournée s'arrêtera dans une quarantaine de villes nord-américaines d'ici la fin de l'été. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, soirée de gala pour les athlètes amateurs. Hein? Oui, robe et tuxedo ce soir plutôt que les uniformes de circonstance. C'était le gala Sport Québec. 17 Maurice ont été décernés. Dans quelques minutes, nous vous dévoilerons les récipiendaires des trophées les plus prestigieux, ceux d'athlètes internationaux féminins et masculins, entre autres. Un hommage a aussi été rendu au fondateur de ce mouvement, Edgar Théoret. Plus de détails, donc, dans un instant. Dès jeudi, le chef Martin Picard va à la rencontre de l'animal. L'idée, c'est de me rapprocher le plus possible du produit sans tricherie. Il cuisine avec ce que la nature lui offre. Ça, c'est très beau. C'est des champignons de première qualité. Et redécouvre des plats typiques du Québec. Wow! Moi, ça me rend heureux. Un road movie culinaire en 7 étapes. C'est pas souvent que vous allez voir ça dans votre vie. Ça fond dans la bouche. Martin sur la route, les jeudis et vendredis 19h. À Radio-Canada. Robert? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me sauve dans le sud. Dans le sud? Ben, tu sais, moi, le temps des fêtes, c'est pas mon fort. Participez au concours Dindon-Cavale de Vacances Transat. Vous pourriez vous envoler dans le sud avec 5 de vos amis. Inscrivez-vous au dindoncaval.com. C'est pour un train. Préparez-vous à découvrir. J'ai déjà vu ce cowboy quelque part. La nouvelle aventure. Vous avez épuisé votre quota de chance, Lucky Luke. C'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. De Lucky Luke. On tente le tout pour le tout. Avec les voix de Stéphane Rousseau et Rock et Belles Oreilles. Tu veux nos armes, cowboy? Tous à l'ouest. À l'affiche dès le 21 décembre. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, c'est maintenant. Nous payons la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménager et électronique. Ou vous payez en 50 versements sans intérêt. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, ne la manquez pas. Cirque du Soleil vous invite à retrouver un grand classique. Saltimbanco. Un spectacle acrobatique haut en couleur. Saltimbanco, présenté par Desjardins. Au Centre Bell jusqu'au 30 décembre seulement. Billets en vente sur cirquedusoleil.com.
Notre dollar n'a jamais été aussi fort et jusqu'à jeudi chez Brick, c'est la super vente à 1 $. Achetez le sofa et la causeuse et obtenez le fauteuil assorti pour 1 $. Achetez un ensemble de chambres à coucher sélectionné et obtenez la commode assortie pour 1 $. Achetez un fauteuil sélectionné et obtenez le second pour 1 $. Achetez un téléviseur HD sélectionné et obtenez un lecteur Blu-ray pour 1 $. Achetez ce réfrigérateur et cuisinière Inglis et obtenez le lave-vaisselle pour 1 $. Puis pas de paiement pendant 15 mois. Au Québec, Brick est imbattable. Savourer la vie à deux, c'est toujours mieux. Enfin, presque toujours. La nouvelle primée à cappuccino de Saeco. Une seule touche, 2 cappuccinos. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, c'est maintenant. Nous payons la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménager et électronique. Ou vous payez en 50 versements sans intérêt. La vente d'après Noël de Brouille Martineau, ne la manquez pas. Écoute, je voulais m'informer sur le Mont-Saint-Michel, mais juste à côté, j'ai cliqué sur un dossier sur la Chine fascinant. Puis il y avait une autre vidéo sur le panier écolo et j'ai appris des choses étonnantes sur les punaises. J'ai même écrit à un journaliste à l'étranger parce que... En plus des reportages d'une qualité remarquable sur les événements internationaux, nationaux ou régionaux, les carnets des journalistes et les web émissions exclusives, une quantité impressionnante d'informations vous attend sur le site de Radio-Canada. J'en ai vu beaucoup, mais j'y retourne demain pour lire sur les dinosaures à bec de canard. Poursuivez l'aventure sur radiocanada.ca. C'était donc, Michel, la soirée des Maurice, c'est ça? Exactement, ce sont les trophées qu'on décerne au Gala Sport Québec. C'était le 35e de ces galas ce soir, donc qui honore les meilleurs athlètes de la province. Jacinthe Taillon était là, donc elle est toujours là d'ailleurs à Laval. 48 nominations, Jacinthe, dans 17 catégories différentes. Révélez-nous les honneurs les plus prestigieux qui ont été décernés ce soir. Écoutez, on connaît maintenant l'identité des deux athlètes féminins et masculins internationaux de l'année. D'abord, chez les femmes, c'est Karine Surgery en taekwondo qui a remporté le Maurice. C'est une athlète qui est peu connue du grand public, mais c'est la première Canadienne à avoir remporté un championnat du monde en taekwondo. Elle devrait également obtenir bientôt sa qualification olympique pour les Jeux de Pékin. Et chez les hommes, c'est Benoît Huot, un athlète en natation paralympique, qui a remporté les grands honneurs. Il n'en finit plus d'accumuler les médailles sur la scène internationale. Il était très, très ému de remporter cet hommage parmi des athlètes non handicapés. Alors, très heureux de cet hommage. Et chez les partenaires de l'année, c'est l'équipe de patinage de vitesse courte piste qui a remporté cet honneur. Une équipe qui revient de loin puisqu'ils ont eu un changement d'entraîneur l'année dernière. Ils avaient beaucoup assimilé et on les voit régulièrement sur le podium, sur la scène internationale. Alors, chapeau à cette équipe. Je vous laisse entendre là-dessus François-Louis Tremblay qui est membre de cette équipe. Ça démontre qu'on a beaucoup de caractère parce que l'année passée, c'était vraiment une année très difficile. Beaucoup d'entraîneurs qui ont quitté, puis c'était plutôt instable au niveau de l'équipe. Mais on a malgré tout réussi à performer, gagner le championnat du monde. Donc on a montré beaucoup de caractère, je pense. Et dans le cadre de l'événement international de l'année, pas de surprise. Pas de surprise, le championnat du monde U20, écoutez, on s'en rappelle, hein, des centaines de milliers de personnes qui étaient rassemblées au Stade olympique et c'était tout un pari de présenter cet événement au Stade olympique et ça a fonctionné. Francis Millien, le président du comité organisateur, était tout sourire. Je vous laisse l'entendre. Le défi de faire vibrer le Stade olympique, c'était quand même aussi une épreuve que l'on s'était fixée. On y est arrivé également. Je pense que c'est peut-être ça qui a vraiment touché tout le monde, qui fait que tout le monde s'est senti impliqué et je suis très heureux quand j'entends dire autour de moi on a fait quelque chose de grand au Stade olympique. Et en terminant, Michel, je ne peux passer sous silence cet hommage Jacques Beauchamp qui a été remis à Edgar Théoret, cet homme qui porte le Panthéon des sports à bout de bras depuis plusieurs années. Il était également très, très ému de ce bel hommage. Et il attend toujours un toit pour le Panthéon. Et voilà, ça s'en vient apparemment. On verra ça. Merci, Jacinthe. Merci, au revoir. La Ligue nationale de hockey a infligé à Chris Simon des Islanders de New York une suspension de 30 matchs pour le geste qu'il a posé à l'endroit de Jarkko Ruutu des Penguins de Pittsburgh samedi dernier. Jamais dans le passé, un acte de violence n'avait entraîné une suspension aussi sévère. Le reportage de Guy Daou. Le verdict du préfet de discipline Colin Campbell est tombé. Le coup de patin donné à Jarkko Ruutu par Chris Simon à quelques minutes de la fin du match opposant les Islanders de New York aux Penguins de Pittsburgh samedi dernier
constituait un geste inacceptable. Dans son jugement, Campbell emploie même le qualificatif répugnant. Il précise que pour établir la durée de la suspension, la Ligue a tenu compte de l'élément récidive, puisque Simon est chassé pour la 7e fois. La plus récente remonte au printemps dernier, alors qu'on l'avait suspendu pour 25 matchs à la suite de ce geste inqualifiable aux dépens de Ryan Hallweg. Avec 30 matchs, on hisse encore la barre, et selon Francis Bouillon du Canadien, on sanctionne la récidive plus encore que la gravité du geste. C'est un coup de patin sur un pied peut-être, mais je pense que si ça aurait été plus grave que ça, il aurait pu avoir plus. Si la suspension aurait été plus haute que ça, je pense. 4 des plus importantes suspensions de l'histoire de la Ligue ont été imposées au cours des derniers mois. Jesse Bullris a écopé de 25 matchs pour ce geste aux dépens de Ryan Kesler en octobre. En septembre, Steve Downey des Flyers a été chassé pour 20 matchs à la suite de cet assaut sur Dean McCammon. Est-ce que la Ligue fait son travail? Pour le moment, je pense que cette année, ils ont quand même pris des bonnes décisions dans l'ensemble sur les suspensions. On voit des suspensions plus longues et ça fait un peu réfléchir les joueurs. Chris Simon réfléchit déjà, lui. Avant même d'être suspendu, il a quitté son équipe lundi en admettant de graves problèmes de comportement. On croit que cette suspension pourrait être le point final de sa carrière. Guy Daou, Radio-Canada, Montréal. Le Canadien jouera son prochain match à Montréal le 3 janvier contre le Lightning. D'ici là, il disputera ses 6 prochains matchs sur la route, dont celui de demain à Washington et après des rencontres à Atlanta et Dallas samedi et dimanche. Les joueurs de l'équipe reviendront à Montréal à la veille de Noël pour une trentaine d'heures à peine et ensuite ils se dirigeront vers la Floride. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien a gagné 10 de ses 16 victoires à l'étranger cette saison. Et puis un autre poste de libre chez les Alouettes. Ben oui, après les départs des coordonnateurs défensifs et des unités spéciales, voilà que Marcel Bellefeuille, coordonnateur à l'attaque, quitte pour aller jouer le même rôle à Hamilton. Le nouvel entraîneur-chef Mark Trestman est lui-même un spécialiste de l'offensive et il aura un adjoint de plus à trouver. Bon, alors, c'est pas mal déplumé tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Michel. Marion, alors, de la neige, de la douce neige qui va nous enchanter. Une neige, oui, qui tombe, gracieusement. Mais avec une petite pluie qui va être peut-être moins élégante. Oui, que ça va tomber sous forme de pluie, possiblement cette fin de semaine. C'est pas rare qu'on connaisse un redout tout près du temps des fêtes, en tout cas tout près de Noël, ça reste à voir. Mais en ce moment, chose certaine, ça tombe, et ça tombe par impulsion. Il y a des lisières de précipitations qui se forment, et ça s'atténue, ça reprend. C'est cette perturbation, en fait, qui est vraiment rendue sur le sud du Québec. La frontière québécois-américaine va égoutter un petit peu plus, mais pas tellement, à peu près une dizaine de centimètres de neige, alors que dans l'Est québécois, on voit les étoiles ce soir et demain, on va voir le soleil aussi, assurément. Perturbation qui voyage en direction des provinces de l'Atlantique, ça voyage promptement, alors pas grand-chose à l'horizon. Ça reste couvert pour une bonne partie du Québec demain, mais vendredi, on nous prévoit une belle journée avec du soleil et le temps est pas si mal. C'est quand même assez doux, vous allez voir. Alors, les provinces de l'Atlantique pour demain, quelques averses de neige à Charlottetown, Moncton, 2 à 4 cm pour Halifax avec des vents du nord-est de 30 km/h. Saint-Jean, on profite d'une belle journée ensoleillée, mais le temps est froid, moins 10 comme maximum demain. Dans l'Est québécois, de la neige en après-midi aux îles de la Madeleine. C'est très, très petit comme précipitation, 2 cm seulement. Couvert à Rimouski, moitié soleil, moitié nuage à Gaspé. Cette-île, c'est un ciel bleu, mais c'est encore du temps froid. Centre québécois, il reste de la neige pour demain à Québec, avec de la poudrerie, étant donné ces vents du nord-est de 30 à 50 km/h. Donc, 5 cm, à peu près 2 à 4 pour la Mauricie et pour la Beauce. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est effleuré, donc il y a quelques flocons de neige et même quelques percées de soleil. Au sud-ouest, il ne reste pas grand-chose à recevoir, mais demain, on verra quand même quelques flocons de neige. Le temps est assez doux, quand même moins 6. La neige va cesser tard en avant-midi pour Montréal et Laurentides. 5 cm supplémentaires pour les Stries demain avec température autour de moins 4. Dans le nord-ouest, il n'y a pas de perturbation, quoique c'est quand même gris, quelques percées de soleil. Chibougamau, moins 15 sous le soleil, Radisson, moins 17 en Ontario au nord. Il y a quelques percées de soleil, il y a des risques de pluie verglaçante à Thunder Bay avec du 0 degré, de la neige, pas beaucoup non plus, 2 à 4 cm. Ottawa, quelques flocons nuageux avec un brin de soleil à Toronto pour demain, du temps très doux autour du 0 degré. Dans l'ouest canadien, ça se résorbe en après-midi pour Vancouver, ce sera venteux, ennuagement pour Calgary, quelques percées de soleil ailleurs avec du temps assez clément. Et dans le Grand Nord, pas de neige pour l'instant, ensoleillé et du temps froid pour le Grand Nord. Voilà Bernard. Ça se défend assez bien, merci Marion. Au revoir. Bonsoir. Voilà pour cette deuxième édition du Téléjournal de Radio-Canada. Dans un petit moment, Michel Villeneuve vous présente La Zone avec ses invités dans l'Ouest. C'est mercredi, c'est à minuit. On a toute l'équipe, je vous dis bonsoir, merci. À demain.